Bonjour, vous êtes sur le plateau d'ABC Doc. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer de la thyroïde. Je suis docteur Cécile Chougnet, je suis onco-endocrinologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris et je suis accompagnée par professeur Romain Cagnat, chirurgien ORL à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour. Et par Yveline Ozou, qui est patiente, qui a vécu le cancer de la thyroïde. Bonjour. Professeur Cagnat, qu'est-ce que la thyroïde? Alors c'est une glande qui est située à la base du cou. Elle est constituée de deux lobes, ça a la forme d'un papillon, qui sont posés sur la trachée. Et juste derrière, il y a de petits nerfs qui font bouger les cordes vocales, qui permettent de parler. Et juste à côté, il y a des petites glandes qui s'appellent les parathyroïdes. Alors la thyroïde, elle a plusieurs types de cellules. Et effectivement, en cas de cancer, il y a différents types histologiques de cancer. Il y a trois grands types de cancer de la thyroïde. Il y a les cancers de souche folliculaire, avec le cancer papillaire et le cancer folliculaire ou vésiculaire, c'est la même chose. Et deux autres types beaucoup plus rares, dont on ne parlera pas du tout aujourd'hui, le cancer anaplasique et le cancer médulaire de la thyroïde. Il n'y a pas de cause retrouvée au cancer de la thyroïde, sauf dans de très rares cas, une irradiation dans l'enfance par de la radiothérapie par exemple. Le plus souvent, il n'y a pas de prédisposition génétique au cancer de souche folliculaire de la thyroïde. Trouvez votre cancer de la thyroïde? J'ai consulté mon généraliste parce que j'ai senti une masse au niveau de la base du cou et il me semblait qu'elle grossissait, donc c'est ce qui m'a amené à consulter. Effectivement, en général, on retrouve les cancers de la thyroïde par des nodules de la thyroïde. La plupart des nodules ne sont pas des cancers, mais le médecin traitant ou le médecin du travail peut palper un nodule dans le cou, voire même une découverte complètement fortuite par une échographie du cou. Ensuite, il faut réaliser des examens. Vous avez réalisé des examens? Oui, j'ai eu un bilan thyroïdien qui était tout à fait rassurant, il était normal. J'ai eu une échographie de la thyroïde qui a révélé dans un des lobes un gros nodule de 6 cm, mais qui ne présentait pas de caractère évident de cancer. Et l'autre lobe n'avait pas de particularité spécifique. Effectivement, votre médecin vous a prescrit un bilan sanguin pour voir la fonction de la thyroïde et une échographie pour voir la structure de la thyroïde, pour voir la nature des nodules de la thyroïde. Et suivant leurs caractéristiques, on peut réaliser une cytoponction, c'est-à-dire avec une aiguille très fine, prélever des cellules du nodule pour les analyser au microscope et rechercher d'éventuelles cellules cancéreuses. Une fois qu'on a fait la cytoponction, si il s'agit de cellules cancéreuses ou, dans certains cas, on ne peut pas conclure à la nature bénigne de la ponction, on adresse le patient au chirurgien pour la suite de la prise en charge. Et pour discuter éventuellement de la chirurgie, qui est quand même le standard du traitement du cancer de la thyroïde. Mais c'est une décision et c'est une discussion en amont. Pourquoi? Parce que c'est rarement une urgence. On fait la synthèse de tous les éléments qu'on a, et on n'a pas toujours une certitude en disant « Madame, vous avez un cancer de la thyroïde avant l'opération ». On évalue plutôt le risque de cancer. On a un espèce de curseur qui dit « Vous êtes dans un cas plutôt risqué ou très risqué, et à ce moment-là, il faut opérer ». Ou alors, non, on peut avoir l'alternative de la surveillance encore, parce que, très franchement, il n'y a rien d'inquiétant. Donc on discute de ces modalités-là, et puis, une fois qu'on a parlé ensemble de la décision, qu'on peut être amené à discuter d'ailleurs, ensemble d'ailleurs. En réunion multidisciplinaire. Voilà. On vous explique comment se passe la chirurgie. Alors généralement, j'utilise un schéma pour montrer où, comme je vous le disais, se situe la thyroïde, les nerfs récurrents, les glandes parathyroïdes, pour expliquer qu'est-ce qui va se passer pendant l'opération. On va généralement opérer le lobe sur lequel le nodule suspect de cancer existe. Et puis pendant que vous dormez, on va l'analyser. C'est un autre médecin qui fait ça, qui regarde au microscope. Et en gros, soit il nous dit c'est un cancer, on va prendre une décision, ou alors c'est pas un cancer, on va s'arrêter là. C'est ce que vous avez
Oui, à l'époque, je n'ai pas eu de cytoponction. Le chirurgien avait opté pour une lobectomie, c'est-à-dire enlever la moitié de la thyroïde et pratiquer donc ce que vous disiez, un examen extemporané pendant l'intervention, c'est-à-dire pendant que j'étais endormie. Et cet examen-là était peu inquiétant, donc on en est resté là pour cette opération. Par contre, dans une dizaine de jours après, j'ai eu les résultats de l'examen définitif ADAPAT. Et là, donc, on a découvert un cancer papillaire de variante vésiculaire. J'ai donc eu l'opération en 2 temps, une deuxième intervention pour compléter la première avec l'ablation du 2e lobe et un curage ganglionnaire. C'est tout à fait ça. Hein. On peut être amené effectivement à être opéré en 2 temps. L'examen extemporané est une aide, parfois pas absolue. Si c'est un cancer, généralement le standard du traitement, c'est d'enlever la totalité de la thyroïde et d'enlever également les ganglions qui sont autour. Hein. Bon. On peut être amené aussi à prendre des décisions en fonction du système de monitorage du nerf récurrent, parce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent pour analyser le fonctionnement du nerf. Comme je vous le disais, il y a ce nerf qui passe derrière la thyroïde qui fait bouger les cordes vocales, et c'est un des risques classiques qu'on explique aux patients, c'est qu'il peut y avoir des troubles de la voix qui sont généralement résolutifs. Il peut y avoir aussi des petites atteintes du calcium, parce qu'il y a les petites glandes parathyroïdes, comme toute chirurgie également, ça peut saigner et ça peut s'infecter. Donc ça également, on en parle avant l'opération, parce qu'il y a un tas de modalités, les alternatives, les risques, qu'est-ce qui va être décidé pendant l'opération, qui va être très décisionnel, parce qu'une fois que le diagnostic est établi, après il y a toute une suite de traitements. Quel souvenir gardez-vous de vos chirurgies? Bon, les interventions se sont très bien passées. J'ai eu quelques douleurs cervicales, mais qui ont vite disparu. Lors de la deuxième intervention, comme c'était 2 mois juste après la première, là j'ai eu un édème au niveau du cou qui s'est résorbé de lui-même en une dizaine de jours. Par contre, vous parliez du nerf récurrent et de la voix. Là j'ai eu des problèmes de voix, une voix qui est restée rauque pendant quelques mois et qui a nécessité quelques séances d'orthophonie, mais tout est rentré ensuite dans l'ordre. Et ensuite, vous avez pris des hormones thyroïdiennes, Oui. la lévothyroxine, et le plus souvent, le médecin vous mettra des hormones thyroïdiennes à un taux normal, donc vous permettant d'avoir une vie normale. Dans quelques cas, le médecin vous mettra des hormones thyroïdiennes un petit peu surdosées, mais le plus souvent, cette période de surdosage est transitoire. Et puis ensuite, vous avez eu encore un autre traitement après la chirurgie? Oui, j'ai eu une cure d'iode radioactif. Cette cure d'iode, je l'ai fait en sevrage, c'est-à-dire que j'étais privée d'hormones thyroïdiennes pendant 5 semaines. C'est une période un petit peu difficile parce que j'étais en hypothyroïdie, donc j'étais très fatiguée. J'avais des problèmes de concentration, donc j'ai arrêté de travailler à cette période-là. Ensuite, je suis rentrée en hospitalisation pour 3 jours. J'ai avalé la fameuse gélule sans difficulté, et le fait de rester dans une chambre seule, sans pouvoir sortir, sans visite, je l'appréhendais parce que je suis un peu claustrophobe, mais ça n'a pas présenté de problème particulier. J'ai juste eu une petite inflammation des glandes salivaires, mais très transitoire. Effectivement, donc dans certains cas, certains cancers de la thyroïde qui présentent certaines caractéristiques peuvent avoir un traitement complémentaire par iode radioactif, iode 131. Il y a différents dosages d'iode 131 et différentes modalités en sevrage en hormones thyroïdiennes, comme vous avez eu, donc en hypothyroïdie, ou avec un médicament, la TSH recombinante, qui mime l'hypothyroïdie pour le corps et qui présente l'avantage d'avoir une durée d'hypothyroïdie moins longue. Les symptômes d'hypothyroïdie, c'était ceux que vous décriviez avec la fatigue et un ralentissement global de toutes les fonctions. Oui. Et ça permet de préparer le corps à absorber l'iode radioactif. L'iode radioactif n'a pas de contre-indication sauf la grossesse et l'allaitement. Il n'y a pas d'allergie à l'iode 131. Et si on vous garde hospitalisé, c'est pour des mesures de radioprotection, effectivement, le temps que vous éliminiez la radioactivité.
peu d'effets secondaires, mais ça peut arriver, notamment les problèmes salivaires et les problèmes de larmes, le plus souvent transitoires. Ensuite, lorsque on m'a donné ce diagnostic de tumeur cancéreuse, bon, c'est un mot qui fait un petit peu peur, donc je me suis trouvée un petit peu démunie avec des questions qui me sont venues à l'esprit une fois que je suis rentrée à mon domicile. Donc j'ai consulté sur Internet et j'ai eu la chance de tomber sur le forum de l'association Vivre sans thyroïde, qui est animée par des patients bénévoles. Hein. Et là, j'ai pu trouver des informations, je dirais plutôt d'ordre pratique plutôt que médical. Des questions que vous n'osiez pas voilà, poser, par exemple. puis qui ne me sont pas venues à l'esprit lorsque j'ai rencontré le chirurgien, voilà, et de partager avec d'autres personnes concernées pour savoir que tel trouble, il était normal, il était transitoire et que tout allait bien se passer. Effectivement, les associations de patients peuvent aider, notamment pour les forums sur Internet, mais aussi pour élaborer des guides, des livrets patients qu'on peut vous remettre, qu'on peut télécharger aussi sur Internet, et puis pour nous aider, nous, pour les recommandations, pour favoriser une qualité de vie, même si c'est un cancer de bon pronostic avec une guérison possible. Vous pouvez être amené à demander de l'aide, que ce soit de l'aide psychologique, de la kiné, de l'orthophonie. Alors nous travaillons aussi en réseau, ville-hôpital, puisque la plupart du temps, il n'y a pas besoin de revenir à l'hôpital. Absolument. Et aujourd'hui, effectivement, il y a tout un suivi qui est organisé. D'abord, il y a une consultation d'annonce. C'est vrai que ça appartient à la famille des cancers, alors que dans l'immense majorité des cas, l'objectif, c'est une vie normale, à savoir qu'il y a une phase aiguë où on a besoin d'une opération, plus ou moins d'iode, mais après, l'objectif, c'est la vie habituelle. Et on a donc tout un réseau ville-hôpital qui est le support pour le patient, nos correspondants. On travaille en étroite collaboration pour que justement vous puissiez être suivi par votre médecin traitant, par votre endocrinologue. Et donc notre réseau, par exemple, Saint-Louis-la-Ravoisière, réseau thyroïde, c'est fait pour des cas difficiles, vous aider dans certaines conditions, mais dans l'immense majorité des cas, la qualité de vie, elle doit être la plus optimale. En tout cas, c'est l'objectif du traitement du cancer de la thyroïde, pour lequel on a un excellent pronostic. Et maintenant, vous avez une vie normale ? Oui, maintenant je suis considérée comme guérie avec des contrôles réguliers, ça c'est tout à fait normal. Et il n'y a rien qui me distingue des autres personnes, même pas la cicatrice qui est presque invisible. Voilà, c'est notre objectif, vie normale. Vous étiez sur le plateau d'ABC Doc. Au revoir.